Allez, bienvenue dans une quatrième partie dédiée au routeur solaire on-grid, à base de Triac et pas que. Alors, je tiens à préciser que dans cette vidéo, il va y avoir pas mal d'équations mathématiques, donc si vous êtes allergique, contentez-vous des 3 premières vidéos. Alors, qu'est-ce que nous avions vu dans ces 3 premiers épisodes? Nous avions vu qu'effectivement, pour une charge résistive de plus de 1700 watts, on va dire des ballons au-delà de 200 litres, effectivement, la norme CEI 61000-3-2 était violée pour l'harmonique de courant 3, d'H3. D'accord. Donc, en théorie, effectivement, si on sait que votre routeur est associé avec ce type de charge résistive, il ne devrait pas être utilisé. En tout cas, on ne devrait pas avoir le label CE. Bon. On avait vu quand même à décharge que finalement en termes de THDV, taux d'harmonique de tension, hein, est-ce que ça avait altéré les générateurs, la génératrice, Enedis par exemple, ou votre onduleur? Absolument pas. On a vu que les variations de THDV étaient infinitésimales, que ça soit pour vos charges adjacentes de votre habitation et encore plus pour celle de votre habitation. Et en augmentation on va dire de puissance apparente à générer pour votre transformateur électrique local, hein, et bien on avait vu que non, il y avait quasiment aucun impact. En tout cas, ils étaient suffisamment dimensionnés pour gérer ça sans aucun souci, dans la mesure aussi où votre habitation était aux normes, hein, évidemment. Si vous avez les câbles de 0,75 carrés, évidemment, ça va mal se passer. Voilà. Donc moi, je vous conseille, vous pouvez continuer à utiliser sereinement votre routeur solaire à, à, à Triac, sans réelle difficulté, sans vraiment, on va dire, euh, culpabiliser. Alors, l'objet de cette quatrième vidéo, on va parler un peu de filtrage, si vous voulez aller un peu plus loin, être complètement dans les clous, si vous voulez associer par exemple un ballon de 300 litres, 400 litres, donc avec des grosses charges résistives. Et puis dans une deuxième partie, on va commencer à, à s'éloigner un peu du routeur à Triac. Je vais vous montrer un peu, on va parler un peu de régulation, comment est faite cette régulation du routeur à Triac. Et puis dans une troisième partie, je vais vous proposer une alternative au routeur à Triac. Alors, on va parler un peu de filtrage et voilà, il existe des techniques actives, des techniques passives. Pour les techniques actives, je vous renvoie sur les excellentes vidéos de Pierre. Il a présenté pas mal de choses avec pas mal de simulations. Donc là aussi, ça nécessite quand même une infrastructure électronique non négligeable, donc avec un surcoût. Bon, voilà. Donc ça sera à comparer avec ce que je vais vous présenter là dans la suite. Donc après, vous faites votre bilan. Mais d'une manière générale, dans les approches passives, je vais vous montrer, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est filtrer les premières harmoniques, l'harmonique du courant 3, harmonique 5, et ainsi de suite. Et pour cela, on va designer des filtres qui sont généralement mis en parallèle, et même chacun de ces filtres, on peut les mettre plusieurs en série, enfin peu importe, donc des combinaisons de séries parallèles, séries, où on va retrouver les modules de base, à savoir des circuits LC, des circuits RL, des circuits RLC, et puis des filtres C, d'une manière générale. Donc chacun de ces filtres vont cibler une harmonique proprement dite, et donc si vous voulez cibler les 3 premières harmoniques, il faudra mettre 3 filtres comme ça en parallèle dans votre circuiterie. Alors je vous montrer un exemple d'article qui vraiment s'est intéressé dans le cas du Triac. Donc ici, on voit qu'on a un premier filtre qui s'appelle un filtre C, hein, qui va vraiment cibler l'harmonique de 3 à 150 Hz. Et puis un deuxième filtre RLC, j'aurais pu utiliser un deuxième C, bon, une troisième harmonique, deuxième filtre un type RLC, qui va tabler plutôt sur le 5e ordre. Donc avec leurs critères de qualité, donc au travers de QF, qu'ils ont voulu, sélectivité de leur filtre, ils en déduisent des valeurs d'inductance et de capacitance, 50 millihenry pour l'inductance et 200 picofarads pour la capacitance. Et pour le 5e ordre, on a des valeurs un peu moindres pour l'inductance, mais et beaucoup moindres aussi pour la capacitance. Mais en pratique, on voit la réalisation. Donc rien que là, par exemple, pour l'inductance, ça fait des grosses bobines. Et puis les capacitances aussi, ça fait pas mal d'assemblage aussi. Donc c'est assez gros. Alors la difficulté, c'est pas que ce soit vraiment gros, c'est qu'il existe, c'est difficilement trouvable de trouver sur étagère des valeurs d'inductance de cette valeur-là, de 50 millihenry. Et donc du coup, ça va revenir relativement cher, c'est-à-dire au moins du même prix que votre routeur solaire.
Donc c'est ça que finalement Pierre a dénoncé, et même dans ce qu'il a proposé, ça coûte pas 3 centimes, donc ça va coûter quand même une somme d'argent. Mais je voulais montrer quand même les résultats obtenus par ce genre de filtre en passif, hein. Donc ils seront certainement moins bons que ceux obtenus en actif, par vraiment inversion de phase de tout le système. Mais on voit quand même, on a des résultats intéressants en termes de THDI. Donc par exemple là sans filtrage, ben ça c'est le cas du triac classique. Et puis on voit que rien que par le filtre qui cible la troisième harmonique, ben, on a une réduction drastique de celle-ci en hauteur. On doit diviser par quasiment 2 ou 3 l'amplitude. Et puis quand on applique encore en parallèle les deux filtres, le filtre C et le filtre RLC, ben on voit que à la fois l'harmonique 3 encore s'est pris une petite claque et surtout l'harmonique C. Donc en termes de DHDI, on passe de 92 à 41%, ce qui nous permettrait d'être parfaitement dans les clous, par exemple, pour utiliser des charges à plus de 2500 ou 3000 watts. Donc on serait dans les clous avec ce genre de dispositif. Alors, maintenant on va parler d'une autre chose, on va parler un peu de la régulation, comment en fait votre routeur solaire à base de triac, généralement, essaye d'équilibrer autour de P-Linky égale à 0. Et pour cela, d'abord, on avait vu que on cherche quoi? On cherche à travailler le long de cette courbe isoplète, là, P-Linky égale 0. Et en fonction de notre excédent solaire, donc ici en ordonnée, on va essayer de trouver l'angle d'ouverture de notre triac optimal. Donc par exemple, si on a 1500 watts d'ouverture, si j'applique, je trouve l'angle, par exemple ici autour de 82-85%, si j'ouvre le triac correspondant, si je mesure au point Linky, ou votre tableau, votre pince, je vais trouver autour de 0 watts, j'ai l'équilibre parfait. Ok. Donc l'algorithme de régulation va essayer de faire ça. Et d'abord, qu'est-ce qui est envoyé au ballon? On a vu de la formule générale du triac. Qu'est-ce que c'est? On a cette formule-là, en fait c'est homogène à cette intégrale-là. Donc la puissance qui est envoyée au ballon, voilà, ça se calcule par cette intégrale. Et puis quand on la résout, on obtient cette formule-là, la formule classique du triac, où la puissance du ballon envoyée au ballon, elle est proportionnelle à la puissance nominale de votre ballon, par exemple 2 kg ou 3 kg pour mois, fois ce coefficient là, 1 plus alpha sur pi plus sinus machin. Et j'appelle C ce coefficient. Tout ce qui est sûr, c'est que ce coefficient est compris entre 0 et 1. Donc finalement, en fonction de l'angle d'ouverture alpha, on envoie une fraction de P0 dans votre ballon. Et on voit que quand l'angle d'ouverture, vous fermez immédiatement, donc alpha est proche de 0, vous envoyez totalement la puissance, donc PB égale quasiment P0. Et au contrario, quand vous ouvrez qu'au dernier moment, vous envoyez quasiment rien comme puissance dans le ballon. Vous êtes proche de 0 watts et vous avez cette courbe là qui est non linéaire sur les deux extrémums. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On avait dit dans la vidéo 2 que le routeur va essayer d'équilibrer à P-Linky égale 0. Et je vous rappelle que P-Linky, c'est quoi? C'est la puissance injectée, ok, donc ici symbolisée par l'air en bleu, et la puissance consommée depuis Enedis qui permet de compléter l'autoconsommation directe issue de votre centrale photovoltaïque. Ok, donc cette puissance consommée depuis Enedis c'est en vert et la puissance que vous autoconsommez depuis votre centrale solaire c'est l'orange. Et donc la somme de ces deux, c'est ce qu'il faut envoyer dans votre ballon, c'est ce que vous envoyez, votre puissance PB au ballon. Donc on peut faire quelques calculs. Donc qu'est-ce que vaut l'air en bleu? Il faut imaginer qu'ici, cette sinusoïde, elle est en amplitude, elle est homogène à la puissance de votre surplus solaire, donc à PS, quelque part ici. Mais vous voyez que le signe, comme je suis en injection, c'est inversé en opposition de phase par rapport ici à la consommation. Et donc, pour calculer cet air, c'est comme si j'avais calculé l'air ici, voilà, imaginez PS ici, moins celle-ci, d'accord? Donc c'est ce que est donné par la formule là. Donc la puissance injectée, donc ça c'est l'air du complément du bleu. Alors comme je suis négatif, j'ai une opposition, je mets un signe moins devant. Donc la puissance injectée, c'est moins PS, facteur de 1 moins C, avec le C que je vous ai dit tout à l'heure, avec la formule, avec le alpha sur pi, moins sinus 2 alpha machin. Pour la puissance en vert ici, c'est le complément. Donc c'est voilà, donc c'est P0 moins PS fois C, parce que là on a ouvert ici. Donc, moralité, la puissance active au point d'équilibre qu'on cherche à flirter autour de 0 watts, P-Linky, c'est la puissance
injecté plus PE, et on veut chercher que l'air bleu soit proche de l'air vert au point d'équilibre, et donc ça doit tendre vers 0. D'accord? C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo numéro 2. Alors, comment c'est fait, cette régulation? Alors, en général, je n'ai pas vu tous les codes des routeurs solaires, mais néanmoins, c'est quelque chose qui met en œuvre plus ou moins une partie de ce qu'on appelle un algorithme de PID. Donc, qui veut dire proportionnel intégral dérivative. Donc, l'angle d'ouverture, ici notre angle de triac, on va le régler au cours du temps. Pourquoi? Eh bien, avec cette formule-là, pour que finalement notre consigne, notre P-Linky soit proche de 0. Alors je vais définir de suite epsilon de t, c'est quoi? C'est la mesure de votre pince ampérimétrique au niveau du point Linky, donc j'appelle P-Linky, et celle que vous cherchez à obtenir. En général c'est 0 watts, si vous voulez la consigne à moins de 3 watts, positive, celle que vous voulez, mais en général c'est 0 watts. Donc epsilon de t, c'est l'écart entre mesure et consigne. Excusez-moi, je suis un peu souffrant. D'accord? Et donc, on voit que dans cette formule de régulation de l'angle d'ouverture, on voit qu'on a un terme qui est directement proportionnel à l'écart en mesure. Voilà, c'est ce terme Kp qu'il faudra choisir. Mais c'est pas tout, parce que si on fait que du proportionnel, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va aller de suite monter, voilà, dans cette courbe-là. Imaginez que la consigne, ce soit 0 watts au lieu de 1. Très rapidement, on va dépasser, puis après, on va osciller, on va descendre, on va monter, on va osciller, si on n'a qu'un terme proportionnel ici, Kp. D'accord? Donc, pour tenir compte, en fait, que derrière, on a du soleil, des nuages et aussi un MPPT, il faut, dans un système complet, le système, il faut tenir compte de ce qu'on appelle du terme intégral et du terme dérivatif. Donc, ici, KI et KD. Donc, l'idée, c'est de dire, on va freiner un petit peu la vitesse de convergence. Donc on dépassera, mais le but après c'est de converger plus vite vers notre consigne. D'accord? Donc ces deux autres termes, alors je rentre pas trop dans le détail parce que c'est pas une course sur le PID, mais va grosso modo tenir compte un peu du système et fait que va compenser un peu votre terme proportionnel ici qui vraiment peut vous engendrer pas mal de dépassements. Alors comment ça se traduit ces dépassements? Alors si vous dépassez votre consigne par le bas, ça veut dire que c'est une puissance solaire que vous n'utilisez pas. Bon, à la limite, ça c'est un moindre mal. Par contre, si vous dépassez lors de votre convergence vers votre consigne, votre valeur de consigne, ça va être du sous-tirage sur le réseau, donc de la consommation sur le réseau, donc c'est une facture. Donc on voit bien qu'il faudra trouver à un moment donné le couple Kp, Ki, Kd un peu optimal, qui me permettra de converger le plus rapidement possible vers votre consigne, c'est-à-dire vers 0 watts, en minimisant les dépassements, qui veut dire facturation, mais également aussi le dépassement par le haut et également le dépassement vers le bas, ça veut dire la puissance solaire non exploitée, perdue bêtement. D'accord? Donc ça c'est fait comme ça dans la majorité des codes. Alors, certains font que du Kp, d'autres utilisent un peu du Ki, et rares sont ceux qui font aussi avec du Kd. Donc quoi qu'il arrive, le temps de converger, ça peut prendre plusieurs périodes, dans l'ordre de la seconde même. On va avoir quelques phases de micro-injection, micro-consommation sont présentes. D'accord. C'est comme ça que c'est fait. Alors, on rappelle toujours le problème. Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Je vous rappelle que nous, on cherche que l'air bleu est égal à l'air vert et qu'on est toujours à PI plus PE égale à 0 watts. Si on prend la formule C avec le cas du triac, et on prend les expressions tout à l'heure, on arrive que la valeur de C, elle est égale aussi à PS sur P0. Or, C, c'est égal aussi à cette constante liée à la puissance du triac. Donc, super. Donc, du coup, on va pouvoir un peu redistribuer un peu les termes. On arrive à l'équation sinus 2 alpha moins 2 alpha égale un terme ici. Et par un changement de variable à x égale 2 alpha et k égale 2pi sur facteur de ps sur p0 moins 1, on trouve cette équation sinus x moins x égale à k. Alors cette équation s'appelle une équation transcendante en mathématiques. Malheureusement, il n'y a pas de solution analytique, on peut que la résoudre que de façon numérique, par intersection, pardon. Alors, quel est l'intérêt? On va déjà voir un peu ce qui se passe. Donc là, ici, on trace l'équation sinus x moins x.
Voilà, et puis pour un cas particulier, voilà, pour PS égale 1200 watts, P0 égale 3000, on trouve la valeur de K ici correspondante, et on trace, on fait l'intersection de cette courbe sinus x moins x avec cette constante-là, et on trouve ici la valeur de x, donc indirectement un facteur de près, la valeur de alpha, l'angle optimal d'ouverture du triacle. Ce qui veut dire que si on avait un estimateur de l'excédent solaire, on pourrait avoir directement l'angle d'ouverture optimal du triacle. Ça c'est intéressant. Alors, ce que je me suis amusé à faire, c'est que pour chaque valeur de PS, je me suis amusé à calculer par intersection la valeur de alpha. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc ici, maintenant, PS se retrouve en abscisse et le angle alpha en ordonnée. On voit que pour chaque valeur de PS, je trouve la courbe, donc c'est l'équivalent de l'inversé, donc c'est la f-1 de la formule de tout à l'heure. Ok. Et on trouve ce genre de courbe, voilà. Ça, c'est intéressant. Alors du coup, on voit que ça dépend que de PS. Donc ce que je suis en train de dire, c'est de dire que si on avait un moyen de mesurer l'excédent solaire, on aurait directement notre angle d'ouverture du triacle, sans passer par un PID, le temps qui converge, etc., qui alternerait les phases de micro-injection et de micro-consommation. Donc la clé, c'est comment mesurer cette puissance solaire. C'est ce que je vous propose, c'est ce schéma-là, en utilisant non plus un petit appareil qui mesure qu'une seule puissance avec une seule clampe, une pince ampérimétrique, mais utilisé par un modèle en triphasé, donc avec trois pinces. Vous en mettez une ici en sortie d'onduleur réseau qui mesure vraiment la consommation, voilà, la production, pardon. Vous en mettez une autre à l'entrée générale de votre maison, donc j'appelle P maison, voilà. Et enfin une troisième en amont de votre routeur solaire, donc c'est la consommation de ce qui va tirer votre routeur. Et donc si on fait un peu d'algèbre, on arrive que ce que vous envoyez en surplus solaire, c'est PV moins PM moins PB. Donc ça, c'est votre estimateur de votre surplus solaire. Donc du coup, quand on l'a, avec ces trois pinces, il suffit de revenir un peu en avant, poum, je ai mon PS automatiquement par cette formule que je vais stocker par exemple dans mon Arduino, dans mon ESP sous une forme de tableau, et puis si on a besoin de micro-précision, on peut interpoler dessus, entre deux valeurs du tableau, je trouve l'angle d'ouverture alpha direct. Donc ça c'est intéressant, parce que du coup je ne vais pas attendre la convergence, par exemple jusqu'à 1 seconde, le temps que le PID converge, j'ai directement une valeur et qui, en théorie, est optimale. Donc ça, c'est intéressant comme nouvelle façon de réguler. Elle nécessite un appareil de mesure avec 3 pinces, et là, on arrivera à converger beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est original, je pense que ça n'a jamais été proposé. Alors, on va encore s'éloigner encore plus des sentiers battus, puisque par la suite, je vais vous proposer quelque chose d'encore plus différent. C'est quitter le paradigme des routeurs à triac, et pour arriver au routeur à utiliser un autre composant à pas cher, un MOSFET. Et pour cela, on part du constat suivant, c'est que on a vu que les harmoniques ici de courant H3, H5, etc., malheureusement, au-delà d'un ballon de 100 litres, une charge de 1700 watts, on viole la CEI, donc je n'ai pas tracé la courbe, la norme à respecter de CEI, mais elle est là comme ça aussi. Et l'idée, qui serait géniale, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait pas prendre toutes ces harmoniques de fréquence, qui sont relativement basse fréquence, elles sont à peine à 3 fois F0, à 150 Hz, et de les déplacer beaucoup plus haut en fréquence. Ce que j'appelle beaucoup plus haut, même paramétrer le shift en fréquence, le déplacement en fréquence de ces harmoniques. Donc ça serait génial. Alors pourquoi? Parce que du coup, filtrer ces harmoniques plus haut en fréquence, la physique étant, ça va vous donner des filtres, pourquoi pas un filtre C, un filtre RLC, avec des inductances et des capacitances qui seront beaucoup plus petites, donc beaucoup moins chères, et on a des chances de trouver des choses qui existent sur l'étagère. Donc ça, c'est intéressant. Ok, donc c'est ça l'idée. Et pour ça, il va falloir faire des petits rappels en traitement du signal. D'accord. Donc imaginez, j'ai un signal S de T, par exemple notre sinusoïde de courant, voilà, une certaine amplitude, et je l'échantillonne parfaitement à la cadence 1 TE, voilà, donc c'est associé à une fréquence d'échantillonnage 1 sur TE FE, et la durée de l'impulsion est infiniment en cours, voilà, donc il est vraiment idéal comme échantillonneur. Et donc on peut montrer que le signal échantillonné SE de T, ça va être le produit de ces raies là comme ça, ce qu'on appelle mathématiquement un peigne de Dirac, voilà.
Donc c'est le produit du signal original avec son peigne de Dirac, voilà, qui a dansé tous les TE. Ce peigne s'écrit avec une somme infinie de Dirac localisée temporellement. Voilà. Et quand on fait un peu les maths en traitement du signal, on arrive, notre signal échantillonné, c'est écrit sous cette formule-là, qui est rien d'autre que la valeur du signal prise à tous les multiples de TE fois la valeur du Dirac, qui vaut en général 1. Donc on prend le signal, ici, tous les multiples de TE, ici, 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 et ainsi de suite. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de calculer partir du spectre du signal continu et d'arriver au spectre transformé de Fourier du signal échantillonné. Donc là encore, on peut s'appuyer sur les éléments qu'on trouve en traitement du signal, machin, donc la transformée de Fourier du signal échantillonné, donc la transformée du produit temporel des deux, ça va être la convolution des deux transformées de Fourier. Donc la transformée de Fourier du signal continu convoluée par la transformée de Fourier du peigne de Dirac, et qui est aussi un peigne de Dirac, mais cette fois-ci calé tous les NFE, donc sur les fréquences d'échantillonnage. Alors il y a un facteur FE qu'on peut sortir, mais peu importe. Donc qu'est-ce qu'on voit dans cette formule? C'est que le spectre du signal échantillonné, c'est égal à quoi? C'est au spectre du signal continu, mais avec plusieurs duplicats, réplicas. Non seulement on a le spectre du signal original qui est calé ici, par exemple là c'est un spectre en bande de base rouge, mais il va être calé tous les FE. Voilà, donc ici on va le trouver un multiple de FE, on va se retrouver avec un duplicat ici, un autre duplicat autour de 2 FE, et puis pour les fréquences négatives c'est un peu pareil, là il y a un premier replicat autour de FE, moins FE, et un deuxième replicat autour de moins 2 FE. Donc moralité, on a notre spectre qui était en bande de base, alors, je vais vous le donner pour une sinusoïde de courant, mais ça paraît évident, et puis on a des duplicats des spectres, tous les multiples de FE. Donc maintenant vous comprenez pourquoi on met des filtres anti-repliement, et puis le fameux théorème de Shannon qui dit, voilà, grosso modo, il faut échantillonner au moins 2 fois plus fort que le Fmax de votre signal utile. Bon, je ferme la parenthèse. Alors ça, c'est dans le cas du spectre où l'échantillonnage s'est fait parfaitement avec des micro-impulsions temporelles. Mais on va étendre un peu ce calcul-là, d'abord en donnant le spectre de notre signal de courant, hein, on a une sinusoïde de courant, donc c'est ça. Et du coup, quand on applique la formule précédente avec ce signal S de F, on trouve quoi? On trouve notre... Alors là, j'ai représenté que les fréquences positives. Donc on retrouve notre 50 Hz de notre fondamentale, et en plus, autour de FE, on va retrouver le duplicat du spectre, c'est-à-dire 1000 moins 50 et 1000 plus 50. Et puis, pareil, calé à 2 FE, donc ici 2000 Hz, 2000 moins 50 et 2000 plus 50, et ainsi de suite. On voit clairement que dans le quatriaque, où on avait plein de raies ici, qui étaient très très proches de F0, pardon, là, on a maintenant le spectre qui était là, il faut l'imaginer, qui se retrouve translaté maintenant tous les multiples de FE. Donc ça, vous commencez peut-être à comprendre, tiens, l'effet d'échantillonner, et si j'échantillonne de plus en plus rapidement, je translate les choses autour de FE, comme celui-ci grandit, si j'échantillonne de plus en plus rapidement, donc j'ai peut-être un moyen de translater les choses. Alors, on va un peu améliorer un peu ou raffiner le modèle. Alors, j'ai sous-entendu tout à l'heure que l'échantillonnage était fait quasiment instantanément, parfaitement, une vraie impulsion, mais dans la vraie vie, ou dans ce qui va nous intéresser, en fait, la durée de l'impulsion dans laquelle on va échantillonner le signal n'est pas infiniment court, mais dure une période tau, voilà, qui est court, on fera varier, ça sera un paramètre. Et dans ce cas-là, on voit notre peigne de Dirac, au lieu d'être des Dirac simples, on a des petites portes qui sont dupliquées temporellement. Et donc ça, mathématiquement, c'est la convolution d'une porte avec le peigne de Dirac ici. Donc si on s'amuse encore à recalculer le transformé de Fourier de ce signal échantillonné avec cette fois-ci des échantillons qui ont une durée tau, on retrouve par rapport à tout à l'heure quasiment le même résultat, mais on voit en plus ici un terme qu'on appelle un sinus cardinal. Alors un sinus cardinal, cette forme, c'est la forme d'un chapeau mexicain, comme ça, hein, voilà, ça fait des choses comme ça de part et d'autre. Et on le voit ici un peu. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette formule, cette nouvelle formulation? Plus on a une impulsion tau qui est court, plus votre sinus cardinal, en fait, il va se redresser, votre lobe principal, que je représente ici, là, il va se redresser, se tendre, il va devenir complètement plat, et donc, quand tau tend vers 0, on se retrouve dans le cas précédent de l'échantillonnage parfait, instantané.
Par contre, quand la durée de l'échantillon taux commence à grandir, eh bien, votre sinus cardinal, il va commencer à se contracter, le lobe principal va commencer à se concentrer, voilà, et c'est ce qu'on voit. Et on voit donc ici, je suis à une valeur de taux qui est pas non négligeable. On voit que le premier duplicat à FE de mon spectre, de celui-ci, eh ben, il n'a pas la même amplitude. Pourquoi? Parce qu'il a été modulé par le sinus cardinal ici qui vaut cette valeur. Donc on voit qu'en plus on va prendre des durées d'impulsion grandes, plus le spectre, en tout cas les réplicas autour de FE, 1 FE, 2 FE, vont se voir en amplitude écrasés par ce terme en sinus cardinal. D'accord? Donc là on commence à voir pas mal d'éléments, et on va essayer d'assembler. Mais avant, je vais vous illustrer par quelques courants. Donc ici, je vous ai tracé une sinusoïde de courant que j'ai échantillonnée. Et ce que j'ai mis ici par taux, ben, c'est la fameuse durée d'impulsion. Alors, je ne l'ai pas mis en secondes, je l'ai mis ce qu'on appelle en rapport cyclique, c'est-à-dire proportionnel, excusez-moi, à TE. Donc ça veut dire que la durée taux ici, c'est 2% de TE par exemple. Donc on voit que quand c'est 2%, ben, c'est quasiment très instantané la période où je prends la valeur de mon signal. Et à contrario, quand c'est 90%, ben, ça veut dire que la durée de l'échantillon est quasiment aussi grande que l'intervalle entre deux échantillons. Donc c'est quasiment comme je prenais tout. Et on voit bien que exactement ce que je vous ai montré par les formules, quand lorsqu'une impulsion, le rapport cyclique est tout petit, donc notre sinus cardinal, eh ben, il tend vers quelque chose d'ultra plat, d'accord. Et donc on voit que chaque duplicat de notre spectre autour de FE, eh ben, il a la même amplitude que celle en bande de base ici, d'accord. Alors dès qu'on commence à augmenter ce rapport cyclique à 50%, donc notre sinus cardinal il commence à se contracter. Et là pour cette valeur-là, bon je n'ai pas tracé le sinus cardinal, mais on voit qu'il passe par là. Et il vaut même 0 ici en 2 FE. Ah, d'accord. Et après il rebondit, poum, ici, et puis il se ranule en 4 FE. Donc les valeurs des duplicats des spectres, des réplicats des spectres qui sont non nuls, eh ben, ça sera ici en 1000 et 3000, c'est-à-dire tous les valeurs impaires de FE. D'accord. Donc ça, c'est pour ce cas à 50%. Et à 90%, ben, le sinus cardinal se contracte encore plus. Et là, ben, on va voir que ben, on a des sinus cardinaux comme ça, tac, 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 tac. Et on voit que c'est fortement atténué, la valeur des lobes secondaires, ben, et par le rapport entre le lobe principal et le lobe secondaire est tout petit. Et on voit que les duplicats ont une atténuation, des spectres ont une atténuation très importante. Donc on va pouvoir peut-être jouer un peu avec ça aussi de façon intéressante, avec la fréquence d'échantillonnage, mais également taux, ça peut permettre d'écraser un peu certaines harmoniques. Donc, je vais vous montrer aussi d'autres illustrations qui sont assez intéressantes. Et maintenant, on va jouer sur la fréquence d'échantillonnage, combien de fois par seconde, par exemple, j'échantillonne ma sinusoïde de courant. Par exemple, lorsque FE, c'est égal à 10, donc chaque sinusoïde, chaque période de courant, eh bien, je mets 5 morceaux, 1, 2, 3, 4, 5 pour la demi-période, 1, 2, 3, 4, 5 pour la deuxième demi-période. Donc j'ai 10 tronçons d'harmonique de sinusoïde de courant qui est découpé. Et on voit clairement, ben, comme je vous l'ai dit, que les fréquences sont calées sous les NFE, donc ici, donc c'est 10 fois 50 Hz, donc nous sommes bien autour de 500 Hz. Si je tronçonne encore plus rapidement, ici 20 F0, 20 fois F0, 20 fois 50, je me retrouve à 1000 Hz, vous voyez, le premier duplicat, etc. Et puis, à 40 FE, ben là, je me retrouve à autour de 2000 Hz. Donc, ce qui veut dire que plus j'échantillonne fort ma sinusoïde de courant, avec ce système-là, eh ben, plus j'y arrive, plus j'ai un composant électronique qui arrivera, plus en théorie, j'arriverai à translater assez haut en fréquence eh ben, mes duplicats de spectre. Alors, du coup, on commence à imaginer une nouvelle façon de router. Déjà, je sais que en échantillonnant très fort cette sinusoïde de courant, je peux translater assez haut les premiers replicats de mon spectre en bande de base, ici nos deux raies autour de 50 et moins 50 Hz.
Voilà, c'est cool, parce que du coup, on n'a plus rien autour de 150, 250 Hz avec le quatriac. Je peux par exemple, en choisissant n égale 40, ben ping, on l'a vu, ben on est autour de 2000 Hz, par exemple, le premier spectre. Si je choisis n égale 200, et ben je suis à 10 kg, par exemple, pour le premier réplica de spectre. Donc du coup, je peux aller beaucoup plus haut. Et entre, j'ai rien, plus d'harmonique. Donc imaginez les premières valeurs d'harmonique de la norme CEI, ben j'ai plus rien, on va le voir par la suite. Et en plus, on peut jouer un peu avec taux, justement pour essayer de réguler les trucs, les harmoniques. Ok. Donc quel composant est capable de faire cet échantillonnage assez rapide? Eh ben c'est un MOSFET. Alors le revers de la médaille, c'est que vous voyez, il faut découper ma sinusoïde, c'est-à-dire ouvrir, fermer plusieurs centaines de fois par seconde mon composant. Donc ce qui veut dire que le pilotage en courant du MOSFET, c'est pas une tartine qui est assez simple. Donc généralement il faudra un driver de MOSFET. Mais l'un dans l'autre, un MOSFET ça coûte 3-4 euros. Un driver ça va coûter du même acabit. On n'est pas sur des centaines d'euros pour aller changer sur autre chose par rapport au quatriac. Vous voyez, donc ça va pas non plus être très cher. Ok. Alors, on va essayer de formaliser le problème d'un point de vue mathématique, et je vais poser θ comme quoi, comme les petits morceaux de portion, la orange qu'on a vu tout à l'heure. Donc le début de la portion, je le note, c'est un angle d'ouverture, si on exprime en radian, c'est du radian, alpha 1, et la longueur de cette portion, c'est delta alpha 1, d'accord, tout à l'heure qui était homogène à la notion de taux. Donc ça, c'est ma première portion. Si j'ai alpha 2 et delta alpha 2, c'est ma deuxième portion qui découpe chaque sinusoïde de courant, chaque portion. Voilà. Et imaginons que je découpe Q fois. D'accord. Donc j'ai 2 Q paramètres à estimer, la position de alpha 1, la durée d'ouverture de la portion, et ainsi de suite. Par contre, il faut respecter une contrainte. Il faut que par exemple pour alpha 2, ou que alpha 1 plus delta alpha 1 soit plus petit temporellement que alpha 2. Okay, je ne peux pas faire chevaucher deux ouvertures d'intervalle, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, c'est la contrainte que je pose. Alors, en s'inspirant du calcul du triac, toujours en ayant comme la P injection, c'est moins PS sur 1 moins C, et PE, la puissance que je dois récupérer de Enedis pour auto-complémenter ma production solaire, et toujours avec P-Linky qu'on va essayer de proche de 0, je vous donne la valeur de C, non plus dans le cas triac, mais dans le cas d'un MOSFET avec Q ouverture. Et on obtient cette formule-là. Alors, je tiens à dire que si petit q égale à une ouverture, et dans le cas alpha 1 égale 90 degrés, et delta alpha 1 égale 90, on retombe sur les formules triac avec cette valeur de C1, donc il n'y a pas de souci. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir un P liquide égale 0, donc on peut être un coup un peu injecté, un coup on peut, on a une part de soutirage depuis Enedis, donc on flirte autour de 0. C'est pour ça que la vraie fonction de coût que je cherche à optimiser, c'est P linky au carré. Voilà, comme ça, on pénalise dans les deux côtés quand on déborde de part et d'autre du 0 watt. Et donc, sans contrainte de la norme CEI, notre fonction de coût, notre problème d'optimisation, on cherche à trouver les découpages des alpha i, leur durée, voilà, pour que P linky ou P linky au carré soit égal à 0. Donc ça, c'est notre problème d'optimisation sans contrainte. Or évidemment, nous, on a notre contrainte CEI 61000-3-2 à respecter. Et ce que je vous ai donné dans ce qui suit, c'est les valeurs des coefficients des séries de Fourier associées à un MOSFET pour Q commutation. Donc là aussi, il faut repartir du cas triac, et puis on peut généraliser facilement. On trouve pour A1 et B1, pour la fondamentale, on trouve ces équations-là, on voit les sommes sur toutes les ouvertures, les périodes d'échantillonnage. Voilà ici, les intervalles d'échantillonnage pour A1 et B1. Et puis, ce qui va surtout nous intéresser, par exemple pour A3, B3, A5, B5, et ainsi de suite, pour toutes les valeurs impaires, donc pour petit k égale de 1, de 3, on nous trouve les valeurs impaires, et on a les valeurs des coefficients de la série de Fourier associés. Donc ça ressemble au cas triac, mais un peu plus généralisé. Donc à partir de ces quatre coefficients, on peut le généraliser, on peut les mettre on le met sous forme de modules.
Une fois qu'on a ce module-là, eh ben, indirectement, par I efficace, on a la valeur de chaque harmonique de courant IH4. D'accord? Donc là, je vous donne ici, par le travers des calculs des CK et au travers des CK se calculent par ces équations-là, on peut obtenir les harmoniques de courant pour chaque IH4. Pardon. D'accord? Donc du coup, ben, on est complet. Alors pourquoi on est complet? Parce qu'on a une expression analytique des contraintes. Et on sait que, par exemple, l'harmonique 3, donc pour petit k égale à 1, donc C3 fois I efficace, ça doit être inférieur à l'harmonique de courant de l'harmonique 3 que nous donne la norme C8. Par exemple, c'est 2,2 ou 2,3 ampères. D'accord? Et je dois respecter toutes ces contraintes, par exemple pour C3, C5, C7, ainsi de suite, pour toutes les valeurs impaires. Les valeurs paires étant nulles. D'accord? Donc, du coup, notre problème, c'est écrit qu'on cherche les θ, c'est-à-dire le première ouverture, alpha 1, l'instant, l'angle de tir du premier angle, et sa durée, puis le deuxième et le troisième jusqu'au qième, qui fait que P limité au carré soit proche de 0, sous les contraintes que quoi? Que chacune de ces harmoniques soit inférieure ou égale à celle donnée par la norme. Donc ça, c'est le cas général. Qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est un problème assez délicat, parce que bon, Linky, c'est un terme quadratique, mais surtout, vous avez vu, il y a des termes avec les C, dans les C, bon, il y a des termes un peu compliqués. Bon, bref, il y a de la non-linéarité. Pareil pour les contraintes, il y a de la non-linéarité, donc pour optimiser ça, ça sort largement du cadre de cette vidéo. Il existe plein de techniques. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce que je vais vous montrer, c'est un cas particulier. Donc là, c'est vraiment le cas général où on peut positionner nos périodes où on prend la sinus du courant un peu partout, etc., sans aucun souci. Et on pourrait essayer d'optimiser pour juste flirter en dessous de la norme. On pourrait s'amuser à faire ça. D'accord. Ok, mais je vais vous montrer dans un cas plus simple et qui doit vous rappeler quelque chose d'une manière générale et que je l'appelle le cas analogue à du PWM. C'est pas vraiment du PWM. Donc imaginez maintenant que mes alpha I, je les positionne en tout cas sous à des TE, voilà, et tel que la fréquence d'échantillonnage associée FE soit NF0. N, c'est un paramètre. Donc par exemple, je vais être 10 fois F0, 100 fois F0, que sais-je encore. Donc N, je fixe N. D'accord. Donc j'échantillonne par exemple 100 fois notre sinusoïde de courant. Et un autre paramètre, c'est le taux pourcentage, c'est un peu homogène au rapport cyclique, donc qui est 100 fois, pour être en pourcentage, 100 fois X. Alors X, c'est un nombre compris entre 0 et 1, proportionné fois la durée d'échantillonnage TE. Donc dans ce cas-là, ça veut dire quoi? C'est qu'au lieu de les placer n'importe où, nos alpha 1, nos alpha 2, etc., avec une durée qui leur sont propres, on les échantillonne de façon régulière, ils ont une durée qui sont tous identiques. Donc je passe de 2 Q paramètres à simplement 2, qui sont N, le multiple de F0 à choisir, et X, c'est homogène au rapport cyclique, c'est-à-dire la durée de l'impulsion. Et en fait, c'est même plus simple parce que on n'est même pas obligé d'optimiser les deux, enfin on pourrait, mais on peut se fixer N par exemple, dit voilà, je veux rejeter le premier spectre, duplication de spectre à 10 kg, donc ça va me déterminer N, par exemple 200, voilà, 200 fois 50 Hz, ça me fait à 10 kHz, et du coup j'ai que X à optimiser, que le rapport cyclique, ok. Donc je vais vous un peu illustrer tout ça quand même. Donc imaginez ce cas-là, on se retrouve un peu à nos figures de la deuxième vidéo ici. Donc on voit par exemple, j'ai choisi N égale 10, donc FE égale 500 Hz, et on voit que le premier replica, comme prévu, se retrouve autour de 500 Hz, le deuxième autour de 1000, ainsi de suite. La première raie, c'est en FE moins F0, et la deuxième en FE plus F0. Donc je suis à 500 moins 50 et 500 plus 50. D'accord? Et c'est ça qu'il va falloir commencer à filtrer avec notre filtre qu'on va designer sur mesure. Ok, et donc ce que vous voyez, c'est en rouge, c'est la durée de l'impulsion, le taux, je sais pas combien j'ai choisi, mais peu importe. Ici, il y en a que 5. Et le complémentaire, c'est que quand je
j'en vois pas dans mon ballon, ben c'est injecté. Donc la partie injectée ici, elle est très très courte. Ok. Et lorsque par exemple j'augmente n, je passe à 40. Ok. Donc là il y a beaucoup plus de découpage. Et donc on voit clairement que ben, le spectre de le premier replica se trouve calé maintenant sur 2000 Hz. Et toutes les harmoniques avant, regardez bien, toutes les harmoniques avant ben, de mon signal, c'est à 0. 0, c'est-à-dire que j'ai plus rien en 150, c'est-à-dire que la courbe orange ici, qui est la norme CEI avec les valeurs, ben, j'ai toutes mes harmoniques qui sont à 0. D'accord? Donc c'est ça qui est intéressant. Donc je commence à m'intéresser aux problèmes de filtrage ben, pour des fréquences qui ici à partir de 2000 Hz, alors qu'avant ben, je commençais à 150 Hz. Donc forcément ça va avoir un impact positif sur le dimensionnement de mes inductances et ma capacitance. Alors, le résumé de toute cette histoire-là, on voit clairement qu'en échantillonnant très fort, et pourquoi pas avec une paramétrisation type PWM, eh ben on arrivera à vraiment positionner nos replicas de spectre autour des multiples de FE. Okay. Et du coup, on pourra mettre par exemple le premier spectre à 10 kg, et voilà. Et du coup, ben, comme on a translaté beaucoup plus haut, ben, les inducteurs et capaciteurs seront beaucoup plus petites, et donc ça coûtera moins cher, voire mieux, on trouvera peut-être sur étagère tout fait des filtres EMI à pas cher qui sont faits. Alors je vais vous donner un exemple. Donc là, on oublie le filtre C-alpha pour l'harmonique 3, le RLC pour l'harmonique 5. Là, on va faire un simple RLC, un passe-bas, voilà, un simple passe-bas RLC. Et du coup, ben, et on va le filtrer à partir de 10 kg. Donc on va choisir les valeurs correspondant. Ben, du coup, en inversant cette formule, on en trouve le produit LC et on en déduit que par exemple, ben, l'inductance, on tombe de mémoire 20 mH ou 50 mH, on tombe à 1,6. Et c'est surtout les les inductances et les capacitances. On tourne autour de 16 picofarads. Donc les condensateurs sont bien plus petits. Et cerise sur le gâteau, on va le voir aussi, dans le cas particulier, ou dans la façon dont on va réguler ce nouveau routeur à MOSFET, on pourra même l'optimiser vraiment parfaitement. Alors justement, parlons un peu comment réguler ce nouveau type de routeur à MOSFET. Mais il y a toujours la façon traditionnelle, c'est-à-dire qu'on va toujours mettre une pince au point Linky à l'entrée de votre tableau, toujours essayer de moduler le taux, là, le rapport cyclique de votre MOSFET pour avoir P-Linky égale 0. D'accord? Donc voilà, on va faire ça toujours avec un algorithme PID, ça va converger. Donc de temps en temps, il y aura des micro-injections, de temps en temps, il y aura des micro-consommations, mais on va pouvoir aussi filtrer les harmoniques, un bonus sur le cadeau. Ou alors, par rapport à ce que je vous dis tout à l'heure sur une nouvelle façon de réguler, dans le cas tripince, exactement en mettant les pinces comme je vous ai montré tout à l'heure, et ben le rapport cyclique, c'est rien d'autre que 100 sur l'estimation de votre surplus solaire sur P0. Donc voilà, ça veut dire que si vous avez votre estimation de surplus solaire, et ben vous avez directement votre rapport cyclique optimal de votre routeur solaire on-grid à base de MOSFET. D'accord ? Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo. Je sais qu'elle est un peu complexe, un peu longue. N'hésitez pas à poser des questions. Restez courtois dans vos commentaires, s'il vous plaît. Je sais que ne m'écrivez pas, je n'ai rien compris aux équations de maths, etc. Bon, c'est du niveau terminal, L1, premier cycle universitaire maximum. Voilà, donc c'est un petit peu difficile, mais rien de dramatique non plus. Mais en tout cas, je vous propose un nouveau paradigme. Je ne sais pas si je vais refaire une vidéo 5 sur le routeur solaire on-grid, notamment pour discuter également de la régulation qu'a proposé André, de l'aspect multisinus ou train de sinus qu'il a proposé également en faisant les calculs, en analysant les avantages et les inconvénients de ces deux nouvelles solutions. En tout cas, il existe pas mal de choses à faire, et vous voyez, pas forcément qui coûtent monstrueusement. Ici, un MOSFET et un driver de MOSFET, et un filtre EMI sur étagère bien calé. Voilà, donc c'est pas non plus quelque chose de monstrueusement très cher. Je vous dis à très bientôt.